Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. 1, 2, 1, 2. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à ce tête-à-tête sans animateur. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va advenir de cette demi-heure de discussion. Moi, je m'appelle Guillaume Hibermont et Samuel Lavande-Marcon. On se connaît depuis un moment, Samuel puis moi, depuis quelques années. J'ai été longtemps animateur à Radio-Canada sur la Côte-Nord et Samuel venait souvent quand même en expédition dans la région. Il a fait toutes sortes de péripéties, toutes sortes d'aventures et il venait souvent à l'émission pour nous en parler. Hein. Vraiment. Je crois qu'on s'est parlé 4 fois à la radio, à l'émission que Guillaume animait, qui était Boréal 138. Dans un premier voyage qui était la traversée de la Route Blanche, route en Basse-Côte-Nord, dont on va très certainement reparler durant la présentation. On s'est aussi parlé pendant, je crois, mon voyage qui suivait le Tour du Manicouagan, je crois, et un autre, la traversée des monts Wapishka, où j'avais écrit un petit article dans lequel je faisais intervenir un personnage inou qui se nomme Wapanacheo. Dans cet article-là, je mentionnais qu'on écoutait dans une tente prise sous une tempête de neige la Cold Song de Henry Purcell. Et j'avais beaucoup apprécié le sens musical de Guillaume qui avait fait jouer cet extrait à la radio. C'est la première fois qu'un tripeux de plein air me parlait de musique baroque sous une tente en plein hiver au mont Wapishka. Et donc, il y a une amitié qui est née comme ça. On s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup la musique. Et puis, aujourd'hui, on a tous les deux écrit un livre. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils nous ont rassemblés. Ils veulent qu'on parle des rencontres qu'on fait quand on écrit, notamment ce genre de livre-là. Mais on va peut-être vous les présenter, ces livres-là. Et je commencerai d'ailleurs avec toi parce que ton livre Marche au pays réel est sorti la semaine dernière, Samuel. T'es pas à ta première aventure, c'est ça qu'on comprend, mais qu'est-ce qui t'a donné le goût, l'envie de faire un trajet qui va du point le plus au sud du Québec au point le plus au nord? Eh bien, pour remettre en contexte, moi, c'était ma 3e traversée du Québec. C'était la première hivernale, mais en 2018, j'avais réalisé l'itinéraire entre Montréal et Coudjouac en vélo et en canot. Et en 2021 aussi, je suis parti de Bas-Sablon, Basse-Côte-Nord, pour aller me rendre jusqu'à Waskaganish dans la baie James, donc une traversée est-ouest. Former une espèce de grand X sur le territoire québécois. Et puis, j'étais resté avec l'envie de vraiment faire une traversée qui me mènerait jusqu'au nord de la péninsule de l'Ungava, donc vraiment le point le plus septentrional de la péninsule du Québec. Et par l'entremise de différentes rencontres, j'ai commencé des discussions avec Simon-Pierre Gonneau, qui est un aventurier également, qui avait tenté cette traversée intégrale en fat bike uniquement, qui l'avait mené sur les grandes routes du Nord jusqu'à Chisasibi pour poursuivre en vélo par la suite. Ça n'avait pas fonctionné. Et moi, alors que j'étais en 2020, pardon, juste avant la pandémie, en train de parcourir la Route Blanche, je rencontre Simon-Pierre Gonneau, on discute de cette aventure. Et puis, faire une longue histoire courte, en 2023, on réalise ce voyage-là, mais avec la couleur particulière de vraiment désirer faire la traversée intégrale du Québec, donc littéralement du point le plus au sud. Si on suit la frontière avec les États-Unis, qui suit le 45e parallèle, en fait, la frontière oscille à un endroit un peu plus au sud. C'est sur un terrain privé en Montérégie. Donc, on s'est rendu là le matin, le 1er février 2023, et pour filer vers le nord pendant 3 mois, pour aller toucher vraiment les eaux de la passe Sulwaluk dans le détroit du Tson. Au terme d'un voyage d'à peu près 100 jours en vélo et en ski. Et de ça naît une réflexion dont on va vraiment partager, qui me mène à publier ce récit de voyage, mais qui est aussi un récit de pensée. Donc, c'est publié dans une collection essai chez XYZ. Donc, autant, effectivement, on est dans le pays réel, le territoire qui est vécu, le monde sensible et sensoriel, mais aussi m'accompagne à l'intérieur de ça une littérature québécoise, un regard sur le monde, des rencontres avec des personnes légendaires, des cris d'Iwesti Bay James, des Inuits du Nunavik. Et je pense que c'est peut-être là que je rejoins vraiment le regard de Guillaume, puis je te lance la balle au bon si tu veux bien me présenter Côte-Nord, puisque c'est une visite guidée. Oui,
C'est un road trip, en fait, tout simplement. Alors oui, on part pas en ski, on part pas en canot. On peut, par contre, le faire, mais moi, ce que je vous propose, c'est quelque chose de beaucoup plus simple que le voyage de Samuel. C'est tout simplement une visite sur la côte nord. J'ai habité 15 ans sur la côte nord. Mon accent me trahit souvent, hein. À chaque fois que j'ouvre la bouche, les gens me disent: «Ah, toi, tu viens de Natashquan, c'est sûr». Je suis d'origine belge au départ, mais j'ai habité 8 ans à Natashquan. J'ai vraiment fait Bruxelles-Natashquan en 2007 et ensuite je suis allé m'installer à cette île pour travailler pour Radio-Canada. Et en arrivant à Montréal en 2022, je me suis demandé ce que je pouvais faire je pensais à l'époque pour clore un chapitre de ma vie, mais en réalité, j'en ai ouvert un autre et j'ai commencé à écrire des souvenirs, des anecdotes, des légendes, des rencontres formatrices. Et très rapidement après, bien, cette idée de livre a commencé à germer. Donc, la maison d'édition avec qui je travaille, Mémoire, Parfum d'encre, pardon, m'avait demandé s'il y avait moyen de faire un guide. Et je voulais leur proposer quelque chose qui soit plus un guide culturel, un guide poétique, une fenêtre ouverte, en fait, tout simplement, pour découvrir ce territoire-là qui est quand même, bon, c'est la côte nord. Tout le monde connaît la côte nord, mais pas grand monde connaît la côte nord. Il y a très peu de gens qui sont allés jusqu'au bout. Il y a de nouveau, on peut parler, c'est tellement grand, tellement vaste, on peut parler d'un pays avec plusieurs cultures, avec plusieurs langues officielles, avec des rivières. Il y a tout un côté terrestre, il y a tout un côté maritime. Il y a 4 saisons vraiment très marquées. Et il y a, ça peu de gens le savent, beaucoup, beaucoup de littérature, de films, de chansons qui parlent de la Côte-Nord. Et puis, il y a tous les personnages et tous les gens qui habitent ce territoire-là, qui sont arrivés ou qui sont nés là. Et effectivement, je pense que c'est de ça qu'on peut parler maintenant, puisque c'est pour ça qu'on est réunis. Qu'est-ce que ces gens-là apportent à un territoire? Parce que pour moi, la Côte-Nord, si on enlève les gens qui habitent dessus, ça n'a plus aucun sens. Ça va faire des belles cartes postales, mais j'y vois aucun intérêt. Euh, Toi, quand tu pars vers le nord, oui, tu es un aventurier, oui, tu veux essayer de te dépasser, mais tu veux aussi essayer de comprendre quelque chose de plus profond, non? C'est sûr que la clé d'un territoire, c'est d'abord les gens qui l'habitent. Et la réflexion, pour moi, commence avec le peuple québécois et sa territorialité, qui a déjà on peut appeler ça des couches de vocables qui sont évidemment, qui indiquent, qui donnent du sens sur un territoire, mais qui sont aussi des fois porteurs d'éléments, je dirais pas problématiques, mais qui vont vraiment indiquer sur la nature profonde d'un territoire. Le meilleur exemple étant Québec, qui est finalement la province du Québec. Province, qui est le livre, moi, commence en premier paragraphe, je parle de ça, qui vient d'un terme latin qui veut dire provincia, et qui signifie territoire conquis. Et donc, on embarque tout de suite dans une réflexion qui est coloniale, avec évidemment toutes les nuances qu'il faut apporter, puis toute la complexité qui est liée à ça. Québec, par ailleurs, est un terme qui remonte à une époque très ancienne. C'est un mot, là, je me mélange tout le temps, algonquien francisé. Voilà, je retrouve mes mots. Et qui désigne à la base un lieu où il y a un rétrécissement dans le fleuve et qui finalement finit par nommer l'ensemble de cette grande péninsule-là. Ouais. Et lorsqu'on parle des gens qui l'habitent, ben voilà, comment est-ce qu'on les nomme? À qui on fait référence? Donc, le Québécois aujourd'hui est vraiment la personne qui habite la vallée du Saint-Laurent. Et donc, plus on s'en éloigne, plus on voit qu'il y a des identités locales qui, notamment, vont être associées à différentes identités territoriales, et notamment le grand monde autochtone, donc notamment celui de la Jamésie, du Ustibé-James et du Nunavik Inuit. Et chacune de ces personnes-là sont indicateurs d'une identité qui est propre. Et qui, pour moi, comme voyageur, comme écrivain, devient extrêmement riche parce que voilà les gens qui, peut-être, ont une clé sur une identité qui est vraiment ancrée dans un territoire. Et moi, comme auteur, comme voyageur, c'est ce que j'ai voulu faire, approfondir au travers de ces différentes rencontres. Moi, je voulais que ce guide-là soit aussi une lettre d'amour, d'une certaine manière, aux gens qui m'ont accueilli et qui m'ont permis de devenir un des leurs. Et j'avais envie de les représenter dans toute leur richesse et leurs différences. J'envisageais pas un guide qui soit purement touristique, où les gens savent où s'arrêter, tournez à droite, descendez la petite, vous allez trouver le point de chute. Près du point de chute, il y a tel restaurant, vous pouvez aller là. D'ailleurs, je donne très peu d'indications, des fois spatio-temporelles. Je dis, hey, là, il y a des choses extraordinaires à voir où il y a une légende, mais je vous dis pas où c'est parce qu'il va falloir que vous alliez rencontrer quelqu'un
qui va vous le dire où c'est. Je voulais que les gens de la place sentent aussi que ce livre-là, il était pour eux et qu'ils se retrouvent dedans. D'ailleurs, je suis assez content, c'était ce qui me faisait le plus peur, mais au final, je sens que ce livre-là a été adopté aussi par les gens de la Côte-Nord et ça me fait vraiment très, très plaisir. Mais donc, on va retrouver tout au long du territoire de Tadoussac à Blanc-Sablon, en passant par Schefferville et l'île d'Anticosti, des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas, des retraités, des jeunes, des Inuits, des descendants d'Acadiens, des nouveaux arrivants, qui nous expliquent pourquoi ils habitent là. Et je ne leur demande pas de dire que c'est la plus belle région du monde, je leur demande juste de nous expliquer ce que ça veut dire être nord-côtier en 2025. Mounir, la question que je te poserais, c'est, je pense qu'une des choses qu'on partage, 2 livres, pardon, hein? Vas-y. Ça va mieux? Voilà. Voici 2 livres qui sont écrits par des auteurs qui ne sont pas nés dans les territoires qui sont décrits, toi de la Belgique ou même habitant aujourd'hui à Montréal. Donc, voici un regard vraiment qui est extérieur. Et moi, malgré le fait qu'effectivement, je suis natif du Québec, de la province du Québec, on se rend compte que je suis natif de la vallée du Saint-Laurent. Et donc, les James, le Nunavik sont des territoires étrangers d'une certaine manière. Donc, quel regard tu as l'impression que ça donne sur ton travail, puis comment c'est perçu aussi de l'extérieur quand, voilà, un étranger, entre guillemets, Il y a tellement de couches à tout ça, mais je pense que quand on voyage, il faut toujours se considérer comme étranger. Quand on quitte ce qu'on connaît, même si ça s'appelle toujours le Québec, la Côte-Nord, c'est pas Montréal. Tadoussac, c'est pas Blanc-Sablon. Natashquan, c'est certainement pas Fermont. Et donc, il faut toujours un peu se considérer comme on ne connaissant pas l'endroit où on arrive, même dans le village d'à côté. Et c'est intéressant parce que moi, il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah, ça prenait un Belge pour écrire un livre sur la Côte-Nord», puis je pense pas. C'est vrai que, bon, j'ai une éducation européenne, mais je me considère vraiment profondément nord-côtier et québécois maintenant. Donc, je suis à la fois étranger et pas du tout étranger. J'ai quasiment pas eu besoin de faire de recherche sur ce livre parce que c'est 20 ans de ma vie que j'étais capable de restituer. Puis évidemment, j'ai été vérifier tous les faits. Et en même temps, pour le nombre de couches, là, il y a aussi comme c'est un guide quand même qui s'adresse à vous, aux gens qui veulent découvrir la Côte-Nord. C'est comme un espèce de copilote qui quand même doit présenter les choses un peu comme si il était à la fois de la place, un peu comme un guide, puis à la fois comme s'il était un étranger qui ouvre la fenêtre puis qui découvre ce qu'il a devant lui. Mais c'est aussi très complexe à ce moment-là de parler. Par exemple, je prends un attrait touristique de la Côte-Nord, Manic 5. Extraordinaire barrage, Hydro-Québec, la gloire du Québec des années 60, 50, 60. Mais je ne peux pas en parler sans parler des Inuits de Pessamit, sans parler des milliers de kilomètres de Nutchimit qui ont disparu, qui ont changé de sens, qui se sont profondément transformés, et des injustices qui ont eu lieu dans les 100 dernières années. Alors, comment on fait pour présenter tout ça, qui est à nous et qui n'est pas à nous? Le Québec, c'est chez nous, mais ce n'est pas chez nous en même temps. Vraiment, moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec Manic 5, hein, cette anecdote effectivement qui est pour moi le monument de la modernité du Québec parce que contrairement à d'autres aménagements qu'on a faits, il y a une dimension esthétique qui est très, très forte, puis sans développer à l'infini là-dedans, hein. La Révolution tranquille est aussi une révolution esthétique, puis voici un barrage à contrefort le plus spectaculaire du monde, qui est un chef-d'œuvre brutaliste, mais qui est à 400 km au nord de Bécomo, alors que d'autres nations comme la France ou l'Inde construisent leurs chefs-d'œuvre comme le Taj Mahal puis la Tour Eiffel en plein cœur de leur grande cité. Et voici quelque chose qui parle vraiment, je trouve, sur l'identité québécoise, d'avoir placé ces grands chefs-d'œuvre-là à l'extérieur et de leur donner une vocation profondément utilitariste. Et si on a Manic 5 sur la très grande Côte-Nord, hein, parce que la réalité, c'est qu'on est sur le bassin versant, mais on est quand même loin à l'intérieur des terres. C'est pas le bord de la mer, là. Non, c'est ça. Mais malgré le fait qu'effectivement, lorsqu'on contemple, par exemple, le réservoir Manicouagan, il y a vraiment une impression très grandiose. Moi, dans mon voyage vers le nord, c'est les aménagements de la rivière Lagrande qui, encore une fois, sont peut-être l'action qui définit le mieux le rapport des Québécois envers leur territoire. Et pour le meilleur et le pire, parce qu'on sait évidemment tous les bénéfices que ça a amené pour l'enrichissement collectif, la prise en main socio-économique du peuple québécois. Et de l'autre côté, on a un autre geste symbolique
extrêmement fort, qui est celui de la Convention de la baie James, dont on parle de plus en plus, mais qui a quand même été oublié de la mémoire, disons, collective, dont on parle encore présentement dans l'actualité parce que c'est le 50e et il y a un film qui vient de sortir. Et voici le geste fondamental du Québec envers son territoire, son immense territoire, hein, puisque là, on s'en va vraiment au-delà des grands centres urbains, et dans lequel on a un rapport de dépossession de nation par rapport à une autre, où là, on dit, voici l'entente qui est créée entre deux peuples, entre trois peuples, donc Cri et Inuit, et il y a cet échange-là, et je crois que, et dans mon livre, et certainement dans le tien aussi, c'est un regard, c'est une réflexion, mais je ne dis pas, en fait, il n'y a pas de conclusion pour dire voici quelque chose qui est bien, voici quelque chose qui est mal. Voici simplement un état de fait où effectivement notre territoire est jalonné de ces symboles-là. Et je crois que, et c'est ça un peu le but de la marche au périel, c'est de le voir par soi-même, de se déplacer. Puisque qui dit Côte-Nord, qui dit UC Bay James, dit kilomètre, dit road trip, dit moyen de déplacement, c'est intimement lié à la manière de parcourir ce territoire-là. Et ce que je trouve vraiment passionnant dans le guide, c'est que, voici un vrai road trip. La première chose qu'on voit, c'est une carte, la 138. D'ailleurs, c'est sous-titré une visite guidée de la 138. Et c'est ça qui est le fil conducteur. Ce sont les routes, c'est le kilomètre. Et pour moi, voici un élément, quelque chose qui nous définit, la distance qui est parcourue. La distance qui est parcourue aussi dans notre tête. Et ça vaut pour quelqu'un qui part 3 semaines en solitaire en ski de fond ou quelqu'un comme moi qui veut juste rouler 5, 6, 700 km en une journée. Il y a quelque chose là-dedans. Et d'ailleurs, il y a Louis-Jean Cormier qui en parle dans sa chanson 138, qui fait partie de la playlist parce qu'il y a une playlist, il y a des heures de musique dans ce livre-là. Il y a quelque chose qui se passe dans notre tête. Quand on part de Montréal ou de Québec et qu'on arrive à Natashquan, on n'est plus la même personne. On a pris le temps, on a pris vraiment le temps de se rendre quelque part. Il y a eu des pensées qui sont venues, qui sont parties. Il y a des choses qu'on n'a pas vues sur le bord de la route. Il y en a d'autres qui ont évoqué des souvenirs. Il y a des odeurs qui apparaissent tranquillement. Et donc, il y a tout un voyage intérieur. Vous entendez bien que même si c'est un aventurier, même si moi je vous parle probablement de la région où il y a le plus de potentiel de plein air, on est quand même 2 intellos, ou peut-être pas intellos, mais qui avons le voyage intérieur est aussi important quasiment que le voyage physique. Ouais. Et parce que déjà, le temps file inexorablement. Quand on s'est rencontrés hier, parce qu'évidemment, la beauté et le défi pour nous de faire un tête-à-tête, c'est qu'on y va... on ne savait pas de quoi vous parler. Non, c'est ça. Même si on peut parler ensemble pendant des heures. Une des choses sur lesquelles j'ai accroché que je trouvais vraiment fascinante, parce que, la langue, la manière de nommer les territoires, pour moi, est vraiment importante. Puis évidemment, la langue française-québécoise a ses inflexions, sa couleur, ses mots qui sont propres à décrire notre nordicité. Un des très bons exemples, c'est le banc de neige. S'il y a des Français dans la salle, vous diront que banc de neige n'est pas nécessairement un mot qui est reconnu. Je crois même que l'Académie française a milité fortement pour le remplacer par celui de congère, puisque congère, qui est un mot en fait qui est franco-provençal, qui vient des montagnes, est plus juste parce que banc de neige viendrait de snowbank, un anglicisme, alors que c'est faux, puisque les études montrent qu'effectivement, banc de neige est le vraiment bon nom, et quand on a à pelleter tout le temps, à un moment donné, le congère, il prend le bord, puis on va vraiment utiliser le banc de neige. Ah ouais. Et l'autre mot que je trouve vraiment fascinant, puis qui est un point commun entre les deux livres, c'est le mot cométique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Ceux qui sont très attentifs aux paroles de Gilles Vigneault verront que... C'est très drôle ça, parce que moi, mon éducation québécoise, elle s'est passée à Natashquan. Entre 2007 et 2015, je venais à Montréal 2 fois par an, mais j'ai appris à parler à Natashquan. Puis le mot cométique, pour moi, il était vraiment dans le langage courant, là. J'étais souvent avec un cométique dans le bois, donc un traîneau. Un traîneau, mais avec une forme particulière. Puis là, je serais curieux de voir si, par extension, cométique et tous les types de traîneaux. Puisque, dis-moi, en fait, comment tu le vois? Parce que d'ailleurs, sur cette discussion-là, il y a un lien que tu n'avais pas fait parce que c'est tellement un mot courant qu'on en a oublié. Mais je te laisse peut-être nous décrire qu'est-ce que tu définis comme nous, un cométique, c'était vraiment l'affaire dans laquelle tu mets du stock quand tu pars dans le bois. Donc, si tu pars 3-4 jours, tu vas mettre ta bouffe là-dedans. Si tu pars juste une journée, tu mets juste ta scie puis une coupe d'affaires, ou ton chum qui n'a pas de motoneige qui va aller dans le cométique. Et moi, l'inverse, cométique, moi, c'est après l'expédition, on est en tournage puisque
mini parenthèse, puis on aura l'occasion d'en parler, il y a aussi un film qui sort dans 3 semaines à propos de ce voyage. Et on est retourné en tournage. Et puis, je suis en train de lire la magnifique réédition de Toutes îles de Pierre Perrault. Et bon, il parle du cométique qui est le traîneau, finalement, surtout de Blanc-Sablon, la tabatière, tête à la baleine, etc. Puis les cométiques, moi, j'ai comme jamais vu ça. C'est pas cosmétique, etc. Puis là, je fais le lien. Puis soudainement, moi, les fils se touchent, mais cométique, c'est le Hamoutique Inuit. Et là, je fais des recherches. Puis Perrault ne le mentionne pas comme tel, c'est juste mentionné. Puis comme de fait, au niveau de la prononciation, c'est très, très proche. Et comme de fait, en puisant, effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est que les Inuits descendaient jusqu'à Blanc-Sablon jusqu'à la fin du 19e siècle. Et Blanc-Sablon, si vous y êtes allé, c'est de la toundra. C'est un environnement qui est très, très proche de celui qu'on retrouve au Nunavik. Et comme de fait, effectivement, en faisant des recherches, ce mot-là, voici une francisation d'un thème façonné par le pays nordique et qui, effectivement, pour moi, est porteur de sens. Puis, Et une preuve de la présence des Inuits jusque sur la côte nord du Québec, jusqu'au 19e siècle, début 20e même. Voilà, et ce mot-là qui voyage en plus en chanson, parce que là, c'est fascinant, puis là, on pourrait ouvrir une autre parenthèse sur comment la chanson est aussi gardienne de mémoire. Ben voici Gilles Vigneault, il chante mettez votre parka, je mets le mien pour aller voir au bout du monde, et puis il parle de son cométique. Le grand cométique est finalement celui qu'utilisait aussi le légendaire postillon de Blanc-Sablon qui se nomme Joe. Joe Hébert, Joe Hébert. qui allait porter la malle des filles de Blanc-Sablon aux gars de Havre-Saint-Pierre, ou en fait le contraire. Il partait du Havre, il allait jusqu'à Blanc-Sablon. J'ai vu qu'il nous restait un peu moins de 10 minutes. On pourrait divaguer sur 1001 sujets comme ça longtemps. Je ne sais pas si vous voulez qu'on continue à faire ça ou si vous aviez des questions pour nous, si vous aviez envie qu'on parle, je ne sais pas, de la manière dont on a écrit ces livres ou de la Côte-Nord ou du Grand Nord, si vous avez une question ciblée pour une personne ou si on poursuit notre Il y a discussion. un micro à l'arrière, donc ne soyez pas gênés. Ah. Ouais, bonjour à vous. Moi, je suis français, ça fait 20 ans que je suis au Québec. J'ai eu la chance d'aller en Jamésie, je pense, jusqu'au bout de la route Ouais. avec des copains il y a longtemps. Puis on est allé à la Côte-Nord l'année dernière. Moi, une des choses qui m'a marqué dans l'immensité du territoire, c'est un petit peu, de mon point de vue, son homogénéité. Alors, je peux aller au-delà, au nord, de la toundra, etc. Mais c'est longtemps parce que c'est un peu toujours pareil. Et peut-être que c'est ça quand vous dites qu'on reste un peu à l'intérieur de nous-mêmes aussi, l'introspection. Parce que finalement, il n'y a pas... moi, je viens d'Europe, donc en France, on fait plein de kilomètres, puis ça change beaucoup de paysage. Là, on dirait qu'il y a un mode contemplatif qui commence à arriver quand on fait ce genre de Ouais. route. J'ai envie de dire que ça change beaucoup aussi ici, mais c'est peut-être plus subtil. Sur la Côte-Nord, en tout cas, moi, je vais parler rapidement de la Côte-Nord, mais il y a vraiment quelque chose de très intéressant à regarder dans les arbres. Il y a quelque chose de très intéressant à regarder avec la couleur du bord de l'eau, qui change vraiment. Moi, si tu me mets devant un spot sur le bord de la 138, à chaque 100 km, je serais capable de te dire à peu près où on est sans aucun autre repère visuel que les couleurs puis les arbres. Mais c'est effectivement, en Europe, on peut traverser plusieurs civilisations dans la même distance, effectivement. Ben, mine de rien aussi, c'est la même chose pour le Nord. C'est sûr que, par exemple, si on voyage en Jamésie, une fois qu'on franchit la porte de Matagami puis qu'on rentre sur la route Billy Diamond, anciennement la route de la baie James, il y a effectivement... C'est par centaines de kilomètres le changement. Ceci dit, une centaine de kilomètres en véhicule, ça se fait en 1 heure ou 2. Et les échelles sont différentes, c'est vrai. Les échelles sont différentes. Et après, moi, je trouve aussi intéressant parce que moi, la fameuse monotonie des épinettes, je trouve qu'elle me réenchante aussi la monotonie des épinettes. Et de ça mène toute une réflexion sur le regard, puis comment le regard, en fait, existe dans ce subtil rapport entre le monde intérieur, le paysage intérieur et le paysage extérieur, et comment celui-là est porteur et nourrissant, et en même temps peut être problématique parce que, puis pour en revenir à la discussion qu'on avait initialement, l'autre, ça peut être aussi l'image qu'on a de l'autre qu'on projette sur lui. Donc,
c'est aussi tout ce jeu, je trouve, qui est vraiment intéressant par le voyage et qui, pour moi, dans celui-là, me mène à effectivement enlever ces barrières-là, puis essayer d'avoir un rapport qui est vraiment brut et immédiat avec le paysage que je contemple et la personne avec qui je parle sans la passer à l'intérieur d'un filtre de fantasmé. Voilà. Mais si vous voulez commencer la méditation, n'hésitez pas. Un petit voyage sur la côte nord. En fait, les arbres diminuent vraiment. Puis à partir de cette île, ils deviennent de plus en plus chétifs. Puis après ça, sur la basse côte nord, c'est vraiment frappant. Ils disparaissent. Et on arrive à Blanc-Sablon, puis il n'y a plus d'arbres. Mais sur le bord de l'eau, après ça, si on remonte, là, on est toujours sur notre petite bande, là, sur notre petite route 138. Ça, c'était un autre gros défi. Hein. Difficile de parler du pays ou du Québec dans si peu de pages. On est toujours un peu dans des couloirs. Fait que moi, mon couloir, c'est la route 138, mais j'essaye le plus possible d'ouvrir la fenêtre puis de dire, regarde, si on s'arrête ici, là, il y a un train à cette île, il s'en va jusqu'à Schefferville. Là, si tu prends le bateau, tu arrives sur l'île d'Anticosti. Là, si tu continues tout droit, ben, il y a un Innu qui peut te dire qu'à 600 km au nord, il y a 2000 ans de patrimoine qui sont là-bas. Et donc, c'est difficile de parler en si peu de mots de quelque chose d'aussi vaste, mais c'est difficile de comprendre la Côte-Nord en étant uniquement sur la route 138. C'est pour ça que ça s'appelle Côte-Nord, mais que j'ai vraiment insisté pour que ce soit la 138, finalement la colonne vertébrale, parce qu'il y a 10 000 manières de voir la Côte-Nord. Puis si Samuel avait écrit ce livre-là, il aurait probablement viré à gauche à Forestville, puis on l'aurait perdu pendant 2 mois. Mais j'ai, au terme de mes aventures, presque complété le très grand tour de la Côte-Nord, parce que quand vous arrivez au bout de la route 138, la 138 officiellement termine à Kegaska. La numérotation, elle arrête à Natashquan? Elle se poursuit maintenant jusqu'à Kegaska. Elle va bientôt se poursuivre jusqu'à Unamen-Chipou. Et il y a un tronçon aussi qui est en train de se construire, je pense, en tête à la Baleine puis la Tabatière. Il faudrait suivre. Moi, j'aimerais publier un expansion pack quand la 138 sur la Basse-Côte-Nord va se poursuivre avec des images qu'on pourra venir rajouter dans le livre. Et il y a une partie est qui existe aussi à Blanc-Sablon, entre Vieux-Fort et Blanc-Sablon. Donc, en partant de Natashquan en vélo d'hiver sur les routes de neige, je me suis rendu jusqu'à Blanc-Sablon. Puis ensuite, pour une autre histoire, il a fallu, pour rentrer, c'était moins cher de prendre le traversier à Terre-Neuve, de pédaler à Terre-Neuve là, en hiver, reprendre le traversier de l'autre bord, aller à Nartiné, louer une auto à l'aéroport international, parce que d'un aéroport international à un autre, ça coûtait comme 200 $ de faire Nartiné à Montréal avec les fallbacks en arrière. Bref, ça, c'est un voyage. J'arrive à Blanc-Sablon. L'été d'après, je prends l'avion, je me rends à Blanc-Sablon. Et là, je fais la grande boucle par le nord pour rejoindre jusque Bécomo. Donc, en passant au nord, par le Labrador, mais aussi très au nord. Exactement. Et quelques années auparavant, j'avais fait Montréal à Saint-Pierre. Et donc, il me reste de cette énorme boucle, ce 200 km entre Natashquan et Saint-Pierre, que je n'ai pas pédalé, et qui est vraiment le petit morceau manquant pour moi. Et j'ai fait en auto, mais pas en vélo. Et moi, qui est la première chose que j'ai vue, je suis tombé en amour le jour avec la Côte-Nord, le jour où je suis arrivé, littéralement. Et c'est vraiment ce passage je dirais, entre Sheldrake, pour ceux qui connaissent, donc la Mangani, là. Il y a un pont à Sheldrake. Quand on traverse ce pont-là, on arrive dans, à mon avis, ce qui est la plus belle partie du monde. Et cette route-là entre Saint-Pierre et Natashquan, elle est absolument magnifique. Est-ce qu'on aurait des questions? Oui. Ouais. Bonjour, merci. Le film qui va être présenté, est-ce que c'est exactement le livre ou c'est aussi les autres aventures que vous avez faites? C'est vraiment lié à cette aventure-là, mais on sort beaucoup. Comme ce livre est un essai, on va beaucoup plus loin que la stricte aventure en tant que telle, puis le suivi quotidien des journées qui passent. Donc, les deux s'appellent Marche au PL. C'est un long métrage d'1 heure et demie qui est réalisé par Marie-France Lécuyer, mon amoureuse, qui est là, qui est ici présente. Et j'ai des signets ici, donc pour éviter que vous oubliez, vous viendrez me voir après, ça me fait plaisir de vous les remettre. Et il y a vraiment un réseau de sens commun entre les deux, même si chacun, évidemment, on n'exprime pas, on parle, c'est pas la même langue qu'on utilise. Même si, en tant que co-scénariste, j'ai eu un malin plaisir d'aller vraiment travailler la narration du film qui est portée par Sébastien Ricard, avec une langue très poétique qui est inspirée de Pierre Perrault. Et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Donc, ça commence, c'est du cinéma, du long-métrage documentaire en salle de cinéma.
c'est crucial dans les premières semaines d'être en salle parce que sinon, le film, on passe vite à autre chose. Donc, à partir du 13, pour ceux qui sont à Montréal, 13 décembre à 13h au Cinéma Beaubien, ça se poursuit le reste de la semaine. Puis, il y a plusieurs autres villes aussi au Québec, là, pour l'instant, une dizaine de villes. Donc, j'ai tout ça ici avec un code QR. Voilà, moi, j'ai pas de... Oh, une dernière question? Peut-être? Oh, c'est fini. Ah, il faut s'arrêter. Voilà, moi, j'ai pas de signer à vous donner, mais n'hésitez pas à poursuivre la discussion après ça. Moi, je m'en vais signer à 17h si vous voulez venir jaser avec moi, mais je vais rester 10 minutes ici. Merci, Samuel. Merci beaucoup, Très le fun de Guillaume. te retrouver ici après toutes ces années. Et merci, bon salon. Moi, je serai aussi à 17h à l'instant, donc on a 15 minutes pour se déplacer au kiosque de HMH XYZ, donc je vais être vraiment heureux de signer des exemplaires et j'ai à l'instant des signés pour vous. Yes, sir.